Bonjour, bonsoir, téléspectateurs de Mandé TV, très heureuse de vous retrouver encore une fois sur votre plateau Réflexion politique. Le plateau qui se veut être un espace de réflexion. Avec mes invités, nous posons, développons des réflexions, apportons surtout des réponses le plus que possible, afin d'éclairer la lanterne de citoyens de vous, tout simplement. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont créé l'Alliance des États du Sahel le 16 septembre 2023, ont annoncé par la suite leur retrait de la CEDEAO, Communauté des États de l'Afrique de l'Ouest, le 28 janvier 2024. Cela a suscité l'inquiétude des investisseurs ouest-africains sur le marché financier de l'UEMOA. Quels sont les impacts sur le plan économique? Quel constat pouvons-nous faire depuis le retrait de ces pays de l'AES? Ce sont autant de questions que vous vous posez, que nous posons ici sur le plateau de Mandé TV. D'où cette réflexion et ce thème du jour qui est: quels sont les impacts économiques du retrait d'un pays de l'AES de la CEDEAO? Le constat 3 mois après. Et pour en débattre, pour poser cette réflexion, j'ai des invités, pas une première sur ce plateau. Il s'agit de M. Cheikh Fantamadi Traoré. Il est économiste de formation, consultant, gérant associé du cabinet d'audit FIBA Africa Consulting, et il est ancien inspecteur senior à la commission de l'UEMOA à Abidjan. C'est ça, je ne me trompe pas. Non, pas du tout, madame. Monsieur Traoré, oui. Bienvenue sur notre plateau. Merci, madame Fadima. Merci vraiment de vous rendre disponible, et votre réflexion ici sur ce plateau est vraiment salutaire. Le plaisir est partagé. Ce n'est pas la première fois, je suis un habitué maintenant de ce plateau. Donc je me plais et je salue vraiment les téléspectateurs de Mandé TV et tous les spectateurs du Mali pour un thème aussi important qui sera débattu aujourd'hui avec le docteur. Merci beaucoup. Et nous avons aussi un invité qui a fait son passage très remarqué sur le plateau de Mandé TV. Il s'agit de Dr Moussa Diallo. Il est docteur en économie internationale, maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion, et aussi à l'université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Docteur Diallo, bonjour. Bonjour madame. Bienvenue sur le plateau. Merci de m'avoir invité encore une fois à émettre mon avis par rapport à un sujet aussi important. Merci bien. Alors, sans plus tarder, nous allons aller. On a vu en introduction ce que j'ai annoncé. Ils sont sortis de la CEDEAO. Ça a eu énormément de débats sur les plateformes, sur les télés, sur les radios. Dans les grains, là où les débats étaient possibles de se faire, sans plus tarder, quelle analyse économique faites-vous suite à ce retrait? Monsieur Traoré. Merci, madame Fadima. Le thème est assez important, mais aussi, je dirais, par rapport à la date de retrait, je me dis qu'on va vite un peu en besoin, parce que 3 mois, c'est vraiment prématuré pour faire un bilan, ou bien quels sont les inconvénients. Vous savez que ces 3 États se sont retirés de la CEDEAO, comme vous l'avez dit, seulement le 28 janvier 2024. Nous sommes aujourd'hui le 30 avril 2024. Donc tout juste, il n'y a que 3 mois. Mais je veux savoir si vraiment on sent déjà des prémices de ce retrait. Oui, c'est ce qui fait que si on doit peut-être se pencher sur effectivement les inconvénients, je dirais plutôt du point de vue entendement même, quelle est l'appréhension de la population, les sentiments, je dirais, patriotiques, ou par exemple les sentiments d'indépendance par rapport effectivement à un système ancien. Bon, si nous devons nous reporter sur les chiffres, je parle sous le contrôle du docteur Diallo, il est un peu prématuré, parce que si on doit quand même évaluer les inconvénients, c'est par rapport effectivement aux chiffres concernant les importations, les exportations, et également les tarifs extérieurs communs. Bon, donc comme nous n'avons pas les chiffres récents, je pense qu'aucune institution ne dispose pour le moment, parce que c'est vrai qu'ils sont retirés de façon formelle de la CEDEAO, mais comme les responsables même de la CEDEAO disent qu'il faut attendre une année, jusque-là, je sais que Mme Fadima, vous avez toujours votre passeport CEDEAO. C'est le cas, et
nous fonctionnons toujours comme si nous étions toujours dans la CEDEAO. Parce que je ne crois pas si effectivement ça a impacté sur les importations et les exportations. Les Maliens peuvent se rendre toujours à Lagos, comme il y a de cela 6 mois à l'avance. On peut se rendre à Accra également dans les mêmes conditions. Donc pour le moment, je parle sous le contrôle effectivement des spécialistes. Je pense que nous pouvons peut-être essayer d'évaluer l'impact psychologique, humanitaire et puis patriotique, mais dire que les chiffres économiques et financiers, je pense que c'est un peu prématuré. Il y a un autre plan, je pourrais le dire même de façon, je dirais, informelle, dès lors que le Mali a décidé de façon politique, ces 3 États ont décidé de se retirer, il y a certaines institutions qui relèvent effectivement de la CEDEAO, telles que la Banque de développement, la BIDC, a essayé quand même, ne serait-ce que, de mettre sous veilleuse toutes les demandes ou bien les dossiers effectivement de ces 3 pays. C'est ce qui fait que certains dossiers qui étaient très en avant ont été mis sous veilleuse en attendant d'y voir clair. Donc c'est ce que je pourrais dire en attendant. D'accord. M. Diallo, votre analyse, votre constat, ça rejoint un petit peu. C'est vraiment, je souscris entièrement à ce que le docteur Traoré vient de dire. Et en fait, il est prématuré. On a créé l'AES seulement le 16 septembre. C'est presque 7 mois qu'on a créé l'AES. Et on a quitté la CEDEAO aussi le mois de janvier, vers fin janvier, suite à une déclaration commune des États dans la télévision nationale. Donc, en fait, on n'a pas effectivement quitté. C'est-à-dire, au stade où nous sommes, l'AES n'est pas effectivement créé. Ça, c'est un premier point. Deuxième point, on n'a pas effectivement quitté la CEDEAO. Et pour faire une étude d'impact économique, à ce stade, ce n'est pas possible. Les données ne sont pas disponibles. Parce que l'étude d'impact repose sur des données quantitatives qu'on ne peut avoir qu'au terme d'enquête ou bien au terme de relevé auprès des services compétents tels que le service de douane pour avoir les différentes statistiques, ou bien la Banque centrale pour avoir les différentes statistiques. Mais là où nous sommes, ces données-là ne sont pas disponibles pour le moment. Maintenant, M. Traoré a parlé du volet psychologique. Moi, je parlerai plutôt de l'impact politique, parce que la sortie de ces 3 pays, ça s'est soldé par un affaiblissement de la CEDEAO. Ça, c'est une réalité. Aujourd'hui, la CEDEAO n'a aucun moyen de pression sur même les autres pays qui sont restés dans la CEDEAO. Ça, c'est un premier constat. Le deuxième constat, ça s'est soldé par un raffermissement des liens entre les pays de l'AES. On commence à le voir déjà, des flux commerciaux, surtout en ce qui concerne les produits pétroliers, commencent à se déporter vers le Niger. On voit que de plus en plus, le Niger est en train de devenir un fournisseur du Mali et du Burkina en produits pétroliers. Mais jusqu'à quel niveau, on ne saurait le dire, mais on constate quand même que le mouvement est en marche. Donc c'est ce que j'avais à dire par rapport à cette question. Alors, si on doit se projeter, vous venez de faire savoir que le temps est assez court, 3 mois pour vraiment évaluer, faire un bilan de tout ça. Mais faisons des projections, parce que c'est des projections dont il s'agit un petit peu. Oui. 3 mois, parler du retrait, il fallait au moins donner un petit curseur par rapport à ça. Mais faisons une projection. Quelles sont les implications économiques de ce retrait? En fait, de façon globale, ça ne va pas changer grand-chose par rapport au partenariat entre les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO. Et si je prends l'exemple d'un pays comme le Mali, le premier partenaire commercial du Mali, c'est le Sénégal. Le deuxième, c'est la Côte d'Ivoire. Et c'est difficile que dans l'immédiat, ces données changent. C'est très difficile. Donc, même si le retrait devenait effectif, peut-être que nous allons trouver entre nous des mécanismes, c'est-à-dire que les pays de l'AES et les pays de la CEDEAO, nous allons trouver des mécanismes pour préserver certains acquis qu'on avait déjà ensemble au sein de la CEDEAO. Mais fondamentalement, il va être difficile que la structure de notre économie, de notre commerce extérieur puisse changer aussitôt. Même si les politiques changent. En fait, il y a un principe de réalité qui est là. On peut prendre souvent certains discours politiques, mais la réalité du terrain économique peut vous imposer autre chose. En tout cas, c'est ce que moi je vois dans un premier temps. D'accord. Traoré,
Implication au niveau de la Banque centrale, la zone CFA, la CEDEAO, il y aura vraiment, on se projette, hein, jusque-là, on essaie de spéculer, même si on peut dire par rapport à ça. Votre constat, votre analyse, votre expertise sera la bienvenue. Ok, merci Madame Fadima. Effectivement, dans le cadre d'une projection, on peut essayer de mettre des hypothèses. Et là, je pense que pour cela, il faut connaître les mécanismes de fonctionnement d'abord de la CEDEAO. Comme l'a dit le docteur, vous savez que pour le moment, l'AES, nous n'avons pas effectivement les structures qui concourent au fonctionnement de l'AES. C'est-à-dire quelles sont les instances qui ont été créées à l'intérieur de l'AES. Mais nous connaissons déjà la CEDEAO. Donc, la CEDEAO qui a été mise en place depuis 1975 et qui est une organisation à but d'intégration économique, comme je le disais. Les membres qui composent, vous savez que nous pouvons les classer déjà en deux. Déjà, il y a les pays qui sont dits entre griffes industriels, tels que le Nigeria, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Ghana. Bon, et d'autres pays tels que les pays du Sahel, qui sont des importateurs nets pratiquement en matière de produits industriels, en provenance effectivement de ces pays. Vous savez que le Mali, la Côte d'Ivoire, le Burkina, bref, les pays du Sahel constituent effectivement un marché pour ces pays soi-disant industrialisés. Et ces pays qui sont en contact avec l'extérieur et qui importent et qui déversent ces produits-là sur ces trois pays de l'AES. Et l'AES est spécialisée en exportation des produits du cru, généralement le bétail sur pied, les produits du cru tels que effectivement les mangues, également les fruits et légumes, la viande, l'arachide et autres. Donc sur le marché de ce pays-là. Bon, mais notre commerce extérieur, c'est-à-dire que le pays de l'AES, à 90% est tourné en... C'est-à-dire que se fait avec l'extérieur autre que la CEDEAO. Nous sommes d'abord le coton. Le coton, ça ne se consomme pas au niveau effectivement de la CEDEAO, mais ça c'est l'Occident. Donc nous constituons ne serait-ce qu'un marché pour les produits industriels et semi-industriels de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Ghana. Donc si ces pays se retirent effectivement de la CEDEAO, cela veut dire effectivement qu'il y aura quand même l'instauration d'un droit de douane qui sera là entre ces pays et les pays soi-disant industrialisés. Donc ils vont sentir beaucoup plus les méfaits du retrait de ces pays-là. Parce que pour conquérir le marché, parce que nous sommes en concurrence avec d'autres pays. Donc, parce que le fait d'appartenir à une même organisation sous-régionale d'obédience d'organisation économique, là, ça crée des avantages. Donc maintenant, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et le Ghana, lorsque ces pays-là sortiront de fait de la CEDEAO, ils auront des difficultés à écouler leurs produits industriels. Donc c'est un rétrécissement de leur marché, la taille de leur marché. Donc ils sentent beaucoup plus le retrait de ces pays-là. Ça c'est un impact. Donc il y a également leur port. Vous savez, prenez les pays comme la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Tous les pays frontaliers du Sénégal, à l'exception du Mali, ont accès à la mer. Ils ont tous des ports. Donc le port du Sénégal ne marche à travers effectivement l'importation des produits du Mali. Donc, vous connaissez le port de Dakar, le MOL 3, c'est l'ensemble, effectivement. C'est le Mali seul qui importe à travers, effectivement, le port de Dakar. Donc, si nous nous retirons, ces pays se retirent de l'AES, il y aura un impact négatif par rapport, effectivement, à la vitalité, à la vivacité du port de Dakar. Tout de même pour le port d'Abidjan. Tous ces pays-là, il y a trois pays, le Niger, le Mali et le Burkina. Donc, et si vous allez sur le port de Dakar, et le port d'Abidjan, il n'y a que ces trois pays qui sont représentés sur le port d'Abidjan là-bas. Et actuellement, les Mali et les Burkina partagent le même espace d'air au niveau du MOL 8 à Abidjan là-bas. Donc ces pays qui se retirent, il y aura quand même des difficultés pour la Côte d'Ivoire, également en matière effectivement d'importation, d'exportation de ces produits de base. Donc ça c'est un fait, ça c'est clair. Mais nous autres, en tant que pays de Nederland, nous pouvons toujours exporter les produits du cru parce que c'est une obligation. Il n'y a pas d'autre pays, à part le Nigeria,
qui peut peut-être exporter, parce qu'il a du bétail également, vers la Côte d'Ivoire et le Ghana. Mais ce qui est au Nigeria ne suffit même pas. Donc le marché, c'est surtout le Mali et le Niger et le Burkina qui exportent du bétail et la viande sur la Côte d'Ivoire. Sur le plan institutionnel, vous savez que, excusez-moi, le bilan, et je le dis sans pour autant à haute intelligence voix, moi je pense que le bilan de la CEDEAO est tout à fait négatif. En ce sens que de 75 ans maintenant, je n'ai pas vu, à part les conférences, les grandes réunions ou les études menées par la CEDEAO, je n'ai pas vu une réalisation dans le cadre du développement, donc initié par la CEDEAO. Vous ne verrez pas de grandes universités qui ont été créées par là. Vous n'avez pas de grandes routes, même la transafricaine, ils n'ont pas pu construire. Donc il n'y a pas de projet d'intégration. Il y a quand même les grands forums, les grandes études et tout. La CEDEAO, même la monnaie unique qui devait être mise en place depuis bientôt combien d'années, la CEDEAO n'a pas mis en place. Donc le résultat vraiment est mitigé pour la CEDEAO. Je pense que moi, en termes d'inconvénients, ce pays n'en a rien à perdre. Parce que je ne vois pas. La seule institution qui existe et qui est chargée du financement du développement de l'espace CEDEAO, c'est la BIDC, Banque internationale pour le développement et le commerce, qui se trouve dans le siège se trouve à Lomé. C'est la seule banque. Et même cette banque existait avant. C'est parce qu'on a créé l'espace CEDEAO que cette banque a été quand même prise en charge par la CEDEAO comme étant faisant partie de la CEDEAO. Et même là, quand vous comparez la BIDC par rapport à la BOAD, le financement au niveau des États, ce que la BIDC a financé n'atteint pas 30% de l'encours de crédit mis en place par la BOAD. Donc c'est pour vous dire que vraiment, en matière même de financement, la CEDEAO n'a pas quand même fait beaucoup d'efforts en ce sens-là. Moi, je ne peux pas concevoir une organisation d'intégration, à but d'intégration, qui n'a pas construit d'école, qui n'a pas construit de route, qui n'a pas construit d'hôpitaux, ni rien. Donc, et même en matière de financement, la CEDEAO est restée quand même très timide dans ce sens-là. Mais sur le plan politique, là c'est autre chose. Le plan des études, vous avez toutes sortes d'études là-bas, mais je crois que le résultat vraiment est très mitigé. Voilà, c'est ce que je peux dire là. Excusez-moi, mais je voudrais quand même rebondir sur une question. Les gens confondent. La BCEAO n'est pas une institution de la CEDEAO. La BCEAO n'est pas une institution de la CEDEAO. La BOAD n'est pas une institution de la CEDEAO. La CEDEAO, c'est une relation, les relations verticales entre la CEDEAO et l'IMOA, c'est peut-être les réunions, certaines réunions, mais en termes d'institution, ça n'existe pas. C'est deux corps, deux entités totalement différentes. La BOAD, c'est une institution de financement du développement de l'IMOA. La Banque centrale BCEAO, c'est l'institut d'émission de l'IMOA. Donc, et avec toutes les institutions telles que la bourse des valeurs qui se trouve à Abidjan, c'est une institution de l'IMOA. L'autorité financière qui se trouve à Abidjan, qu'on appelait d'abord le fonds de... donc, c'est une institution de l'IMOA. Ça n'a rien à voir avec la CEDEAO. Donc, les gens confondent souvent. C'est ce qui fait que certains disent que pourquoi nous avons, le Mali, la Burkina, les Niger sont sortis de la CEDEAO et ils ont toujours cherché à savoir les bons du trésor, les financements au niveau de la BCEAO ou autre là. Ça n'a rien à voir. Les gens font beaucoup de confusion à ce niveau. D'accord. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. Traoré, pour cet éclaircissement qui est vraiment de taille et qui va contribuer au niveau de nos téléspectateurs pour continuer leur réflexion et au moins ils savent sincèrement. Je viens vers vous, docteur Diallo. Très souvent, les économistes, la plupart des économistes disent que ces trois pays suffoquent économiquement. Et surtout avec le passage de la Covid-19, avec beaucoup d'aspects, ils n'ont pas d'accès à la mer, tout ça. Vous trouvez que c'est un faux débat ou c'est un débat juste perdre du temps? C'est vraiment un faux débat. Mais avant de rebondir sur ça, j'aimerais ajouter quelques mots bien sûr, voilà, à l'impact économique souligné par le docteur Traoré. Bon, il a parlé de l'instauration des droits de douane, tout ça. Ça, c'est une réalité dans la mesure où nous quittons, parce que
la zone CEDEAO est une zone d'union douanière aussi. Donc, en le quittant forcément, il y aura un cordon douanier entre ces pays-là et nos pays. Ça, c'est des impacts qui sont réels. Moi, j'aimerais ajouter un autre impact qui est géographique, hein, puisque le retrait des 3 pays sahéliens de la CEDEAO brise la continuité territoriale entre les autres pays qui vont rester dans la CEDEAO. Ça brise carrément. Si vous prenez la carte et que vous regardez, tous ces pays-là, ça va faire une bande de pays comme ça, le long de la côte, et les pays du Sahel sont en haut. Ça brise carrément la continuité territoriale. Mais avant d'avancer dans le débat, pour l'AIS, il faut savoir que l'AIS reste à créer encore. Hein. C'est officiellement créé, mais si vous prenez la charte du Liptako Gourmand qui institue l'AIS, la plupart des articles sont surtout d'obédience sécuritaire. On n'y perçoit pas les thèmes classiques d'intégration économique tels que la libre circulation des personnes, des biens, des capitaux, comme ça, on n'y perçoit pas. Seulement dans le préambule, il y a l'idée de développement intégré. Quand on parle d'idée de développement intégré, ça peut faire référence à l'idée d'intégration économique. Mais la plupart des articles sont d'obédience sécuritaire. Et puis on voit aussi que dans l'article 3, on dit que des organes doivent être mis en place pour assurer le fonctionnement. Ces organes, c'est quoi? C'est la conférence des chefs d'État, c'est le conseil des ministres, la commission de l'AIS, le Parlement, la Cour de justice, la Banque de développement qui a été annoncée. Toutes ces choses-là doivent être mises en place. Et pour les mettre en place, les pays doivent rentrer en négociation. Où est-ce qu'un tel organe va avoir son siège, tout ça. Tout ça, ça fait partie d'un processus de négociation qui n'est pas encore fait. Maintenant, deuxième, par rapport à la CEDEAO, généralement quand des pays se retirent d'une organisation, c'est au terme d'une négociation. Hein. Nos pays ont quitté à la suite d'une mésentente profonde. Avec fracas. Hein. Voilà, on a claqué la porte, on est parti. Mais moi, je suis sûr qu'après tout ça, on va revenir avec la CEDEAO pour discuter sur certains instruments que nous avons pu ratifier ensemble, ou mais sur certains acquis communautaires. Parce que surtout là où je ne suis pas trop d'accord avec mon aîné, la CEDEAO a eu des acquis, surtout en matière de libre circulation des personnes et des biens. On n'a pas besoin de visa pour se rendre dans l'un quelconque des pays. Et puis il y a le droit d'établissement. Hein. Chaque citoyen de quelque pays que ce soit peut aller s'installer dans d'autres pays pour mener sa vie. Mais au-delà de ça, au niveau de l'investissement... Voilà, mener une activité, il n'y a aucune entrave. Ça, c'est des avancées. Par exemple, qu'on ne retrouve pas au niveau de la CEMAC ou dans d'autres zones d'intégration en Afrique. C'est des acquis communautaires sur lesquels on va devoir négocier pour acter définitivement la sortie. On va devoir négocier avec la CEDEAO quant à leur maintien, ou bien si on doit aller dans des négociations bilatérales séparées avec chaque pays pour obtenir ces mêmes acquis. C'est des choses qui vont venir. Mais par rapport à la question que vous posez, quand les gens disent que nos pays n'ont pas de débouchés sur la mer, non, ce n'est pas une contrainte qui peut empêcher un pays de se développer. Quand vous allez en Europe aujourd'hui, les pays les plus prospères, c'est la Suisse et le Luxembourg. Ça, c'est des pays continentaux qui n'ont pas de débouchés sur la mer. Nous n'avons pas de débouchés sur la mer, mais vous allez voir, si le retrait va être effectif, tous ces pays-là de la côte vont se battre, vont se livrer à une concurrence acharnée pour avoir des parts de marché auprès de nos pays. Parce que quand vous prenez la Côte d'Ivoire, son port n'est utilisé par le Mali et le Burkina. Le Sénégal, il n'y a que le Mali qui exploite son port pour plus de 400 milliards de francs CFA par an. C'est une manne à laquelle aucun pays ne peut renoncer. Donc, ce n'est pas la continentalité. Moi, je trouve que c'est même un atout, hein, le fait que nous ayons une position centrale au cœur de l'Afrique de l'Ouest comme ça, ça peut être un atout. Donc, quand on dit que nos pays sont... Non, on n'est pas suffoqués. Il y a des potentialités, comme l'a dit. Mais je ne veux pas pour vous interrompre, mais oui, juste pour dire que, est-ce que ces pays, on parle des 3 pays pour ne pas parler de plus, on peut se relever de l'impact de la COVID-19 pour dire qu'elles ont assez de force? Oui, il n'y a pas que l'impact. Si vous prenez un pays comme le Mali, il y a eu la COVID-19
Ensuite, juste après, il y a la crise ukrainienne, la guerre russo-ukrainienne qui a impacté le monde entier. Hein. D'ailleurs, même plus que peut-être que la Covid-19. Ensuite, il y a l'impact des sanctions de la CEDEAO, on ne le dit pas, mais ça a beaucoup contribué à paupériser les populations maliennes. Et d'ailleurs, ça fait l'air de... J'en ai même voulu à nos autorités à l'époque pour qu'elles n'ont pas quitté, quand on éditait des sanctions contre tous les textes. Moi, j'ai le texte fondateur de la société et puis le protocole additionnel. Nulle part, on ne parle de sanctions, de fermeture de frontières ou bien d'interdiction de voyager. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, il a parlé de la BCEAO. On a gelé le compte des États au niveau de la BCEAO en vertu du principe de subsidiarité. Mais la BCEAO n'est pas une institution, c'est une institution d'émission de lui et moi. Ils se sont dit comme lui et moi, les pays de l'UEMOA font partie intégrante de la CEDEAO. Il y a un principe juridique de subsidiarité. On s'est rabattu sur l'UEMOA pour éviter des sanctions, pour faire plier des États. C'était injuste. C'était assez gauche. C'est très injuste. Ça n'existe ni dans les textes de la CEDEAO, ni dans les textes de l'UEMOA et de la BCEAO. D'ailleurs, l'article 4 du traité qui crée la BCEAO interdit formellement l'intrusion du politique dans la gestion. Donc c'est une institution politiquement autonome qui ne doit pas recevoir d'ordre de l'autorité politique. Mais ce qu'on a vu, ce n'était pas ça. Donc il y a eu des manquements comme ça, et plus d'autres, hein, le traitement différencié des questions. Hein, et si il y a eu un coup d'État au Mali, il y en a... Voilà, tout à fait. Au Niger, mais le Mali et le Niger ont été plus sanctionnés. Il y a eu un coup d'État au Burkina qui n'a pas été sanctionné. La Guinée n'a pas été sanctionnée dans la même mesure. Donc ce sont des faits comme ça mis ensemble qui ont contribué à saper le crédit de la CEDEAO auprès de nos États. D'accord. Voilà. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que économiquement, il y a des défis à relever pour ce trio, ces trois pays de l'AES? Il y a des défis à relever vraiment, Monsieur Traoré? Oui, bon, le défi... Sur le plan économique, hein, pas politique et autres, mais sur le plan économique. Bon, le défi, je dirais que il est permanent et puis il est valable pour l'ensemble des États, que ce soit de l'AES. Je vais reformuler tout ça. Qu'est-ce qui est impératif à mettre en place réellement pour ces trois États? Pour vraiment booster l'économie, pour avoir des leviers assez solides. Voilà, bon, les questions et les réponses sont liées. Comme je vous ai dit tout à l'heure à l'entame qu'il est assez prématuré de faire effectivement un bilan des inconvénients ou bien quels sont les enjeux pour le mois, parce que nous ne sommes qu'à 3 mois. Et je pense que les défis qui existaient il y a une année, c'est le même défi, parce que il a parlé tantôt effectivement de, comme vous l'avez dit, de l'effet de la Covid-19. Il y a eu la crise ukrainienne, la guerre Ukraine-Russie. Il y a eu également les sanctions qui ont quand même secoué un peu, je dirais, les fondements de notre économie. Vous voyez, donc ça a impacté, parce que ces crises ont impacté effectivement, je dirais que les fondements de l'économie malienne. Et vous avez vu à un certain moment, même avec la culture du coton, qui avait baissé au moment où nous étions à 650 000 tonnes, le Mali est tombé jusqu'à 400 000 tonnes. 450 000 tonnes de coton. Et au niveau même de la production même de l'or, nous n'avons pas effectivement les statistiques nécessaires, quand même réelles. Pourquoi? Parce que il n'y a pas une maîtrise totale à ce niveau. Donc moi je pense que l'enjeu fondamental pour nous, c'est quoi d'abord? Notre économie repose sur quelques produits de base. D'abord en matière d'agriculture, au niveau du coton. Donc vous savez qu'actuellement, il y a une reprise. Donc la saison est assez bonne. Il y a une reprise. Nous allons jusqu'à 600 000 tonnes de coton graine. Donc là, c'est un record. À ce niveau également, je pense que nous devons essayer de voir avec les cultures sèches, c'est-à-dire les céréales sèches, à savoir le mil, le blé, au niveau de l'EFI du Niger. Bon, c'est à ce niveau effectivement qu'il faut. Il y a beaucoup de défis à relever. Parce que la zone qui existe, il y a beaucoup de capacités effectivement de mettre en valeur et puis d'augmenter la quantité de nos récoltes. Donc je pense que le défi majeur auquel le Mali est confronté, c'est un défi au niveau de l'agriculture d'abord. Moi je pense que la première phase. Et donc dans cette phase, les cultures vivrières,
à savoir le mil, le riz, le sorgho, le maïs. Donc, nous avons des quantités que nous avons produites des années passées et le gouvernement doit se donner. Et je pense que le gouvernement est conscient parce que le plan de relance de l'activité économique jusqu'à une période de 60 ans, le gouvernement du Mali a prévu tout ça, cela. Donc, je pense qu'il faut se donner les moyens pour développer. Et dans le cas de l'AES, c'est une opportunité. Parce qu'à 3 États, nous pouvons mettre en commun nos efforts pour demander effectivement le financement auprès des institutions financières pour la culture vivrière en vue de servir effectivement des greniers pour ces 3 États. Le Mali a les capacités, nous avons effectivement les structures qui existent, l'Office du Niger, à elle seule suffit pour servir toute la sous-région. Donc je pense que ça c'est un défi majeur. Ensuite, sur le plan, je dirais, du secteur industriel minier, l'or, je pense que le Mali doit mettre beaucoup l'accent sur l'or. Et vous avez vu que le gouvernement de transition n'a pas attendu pour reprendre, pour réformer, c'est-à-dire adopter un nouveau code minier. Tout à fait. Ce nouveau code minier prend en compte effectivement les avantages. Il faut que l'or brille pour l'ensemble des Maliens. Donc je pense que ça c'est un grand défi qui a été relevé à ce niveau. Donc il suffit simplement de le mettre en œuvre. Ensuite, il n'y a pas que l'or. Depuis que nous étions, je dirais enfants, on nous parle effectivement de ce que notre sol contient. Le pétrole, le manganèse, l'uranium. Bon, je pense qu'il faut sortir de ces discours-là maintenant pour aller à la phase même de l'exploitation. Il a parlé tantôt effectivement avec le commerce du Niger qui nous fournit effectivement du pétrole. Le Niger fournit du pétrole au Mali et au Burkina. Mais qu'est-ce qui nous empêcherait de laisser tous ces discours-là? Nous avons un partenaire stratégique qui est quand même l'expérience avérée en matière d'exportation du pétrole. La Russie dit que bon, maintenant, nous voulons que d'ici 2 ans, 3 ans, et que le Mali soit producteur, exportateur du pétrole. Moi, ça, c'est des défis majeurs. Mais tout ça se repose sur un défi énergétique. On ne peut rien faire sans l'énergie, sans l'électricité. Vous savez que nous sommes confrontés à ce problème-là parce qu'on a fait une option pour l'électricité et la production à travers effectivement des alternateurs. Alors que notre pays, si vous prenez les pays comme le Mali, 1 224 000 km², si vous prenez le Niger et le Burkina, je pense que nous devons sortir effectivement de l'énergie générée par les générateurs. Il faut peut-être développer ce que nous avons comme ressources naturelles, à savoir le soleil, à savoir effectivement le vent qui souffle beaucoup dans le nord, et même pas à côté l'énergie nucléaire, parce que nous avons quand même des réserves importantes d'uranium. Je pense que ça, c'est le défi majeur. Donc tout ça, ça se repose sur l'énergie. Donc le pays, ces 3 pays doivent mettre en place une structure qui leur permette quand même d'être autosuffisants en matière de production d'électricité. Et les autres vont suivre. D'accord. Docteur Diallo, vous êtes d'avis aussi? Je suis parfaitement d'avis avec ce qu'il vient de dire. C'est-à-dire que les défis, on peut les classer à court, moyen et long terme. À très court terme, tout de suite, moi, je suggère à nos autorités de mener, surtout sur le plan des finances publiques, de réduire le train de vie de l'État. Parce que ça fait grand débat. Voilà, parce que ça, c'est à très court terme. Ça, on peut l'obtenir tout de suite. Hein. C'est-à-dire que si tu vois que chaque fois, on sort sur 2 à 3 fois par mois, nos États sortent sur le marché régional pour lever les fonds, c'est l'endettement qu'on va payer. Et puis, généralement, c'est de la mauvaise dette qu'on est en train de contracter à des taux élevés, juste pour faire face au fonctionnement quotidien de l'État. Ce n'est pas bon. Donc, dans un premier temps, je suggère qu'on réduit drastiquement le train de vie de l'État. Maintenant, pour le court terme, quelque chose qu'on peut obtenir en 1 année, 2 ans, il faut stimuler la production, les chaînes de valeur agricoles, comme il l'a dit. Par exemple, la production du riz. On a des espaces au niveau de l'Office du Niger. C'est incompréhensible que nous importons plus de la moitié de notre consommation. Est-ce que aussi, permettez-moi, est-ce que aussi c'est vraiment pas un problème de moyens déjà à la base? C'est pas un manque de volonté, parce que c'est la politique. Ce discours a été tellement dit et redit non, ce n'est pas ça. C'est la politique.
Moi, je dis, c'est la politique. Est-ce que l'État a les moyens de cette politique, justement? Mais si l'État n'a pas les moyens, l'État peut créer le cadre. L'État peut créer les cadres pour que les privés qui peuvent investir dans ce domaine puissent intervenir. Quand un État veut toujours, il les paie. Ça, on a l'habitude de le dire. Maintenant, sur le plan, il a parlé du plan énergétique. Nous sommes une réalité que nous sommes en train de vivre. Moi, je suis étonné qu'avec tous ces soleils-là, quand vous sortez, le soleil vous brille en même temps que vous n'avez pas de courant. C'est un paradoxe, en fait. Souvent, je qualifierais même de malédiction. Et une centrale solaire, en une année, on peut le mettre en place. Aujourd'hui, la Chine a tellement fait des progrès dans ce domaine que vous pouvez aller contracter et acheter des centrales solaires sous forme de kit de 30-40 mégawatts. Juste le temps que les conteneurs arrivent ici, on monte les charpentes sur lesquelles les panneaux sont montés et puis on est connecté. Donc, ça, c'est des choses sur le court terme qu'on peut avoir. Parce que sans électricité, il est difficile de parler de développement. Ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, il a parlé de pétrole. Et il y a des zones au Mali qui sont réputées ou censées avoir abrité du pétrole. Maintenant, à défaut d'exporter le brut, d'avoir des accords avec les voisins côtiers là, pour exporter le brut, on peut faire dans un premier temps comme le Niger, aller négocier des raffineries, venir les implanter. Au moins, les importations d'hydrocarbures dépassent aujourd'hui la moitié de la valeur des importations totales du Mali. Au moins, en ayant ça chez nous, on va économiser la moitié de ce qu'on aurait mis dans les produits pétroliers auprès des pays étrangers. C'est un défi qui est à portée de main, qu'on peut le faire. Maintenant, l'autre aspect, toujours par rapport à nos voisins, nos économies peuvent être complémentaires. Moi, je vois, quand vous allez au niveau du marché des Médines, à certaines périodes de l'année, il y a uniquement que de l'oignon d'importation venu de Hollande, qui vient par le Sénégal, alors que le Niger fait partie des plus gros producteurs d'oignons en Afrique. C'est plus de 500 000 tonnes. Voilà, donc, c'est des chaînes de valeur qui peuvent accroître l'interdépendance entre les économies des pays de l'AIS. Donc, comme il a dit, je souscris entièrement, pratiquement à ce qu'il a dit, mais le défi, d'abord, il est un défi de gestion macroéconomique des finances publiques dans l'immédiat, et un défi énergétique dans l'immédiat, et je pense que nous avons même trop traîné à chercher la solution ailleurs, en dehors du solaire. Le thermique n'est pas la solution. Partout, les thermiques, là, les centrales thermiques ne sont que des centrales d'appoint. C'est des centrales de secours. Et une grande ville comme Bamako aujourd'hui, qui dépasse les 4-5 millions d'habitants, on ne peut pas vouloir l'alimenter permanemment à partir des groupes électrogènes. Est-ce que vous avez vu récemment, on a contracté une dette de 60 millions auprès de la Banque mondiale juste pour acheter du carburant. Justement, et ça ne tient même pas un mois de consommation de DDM. Justement, j'allais en venir. C'est un modèle qui n'est pas tenable. Docteur Diallo, justement, j'allais en venir à ce point-là. C'était sur ma ligne de mire, on va dire. Vous avez parlé de la réduction de train de vie de l'État. Mais en plus de cela, on va contracter une dette au niveau du FMI. Comment vous interprétez cela? Non, moi, je parle de la réduction de train de vie de l'État parce que je vois dans l'immédiat comme seul moyen de réduire la pression sur la trésorerie de l'État. Parce que si on ne fait pas ça, tant qu'il y a la pression sur la trésorerie de l'État, on va toujours vouloir s'endetter. Parce qu'on n'a pas de politique monétaire, on n'a qu'une politique budgétaire. Une fois qu'on ficelle le budget, avec le déficit, ces déficits-là, il n'y a plus d'aide des bailleurs avec la situation politique. Aucun bailleur ne nous vient en aide. Maintenant, le seul moyen, instrument qui reste dans notre main pour financer ce déficit, c'est qu'on va s'endetter. Et la plupart du temps, cet endettement va dans le fonctionnement quotidien de l'État. C'est qu'on s'endette, mais est-ce que c'est pas pour financer des projets, il ne faut pas aussi devenir de produire. On s'endette, mais on peut aussi produire.
Et produire quoi? Produire évidemment dans l'agriculture. Oui, mais moi, je l'ai dit tantôt, de promouvoir les chaînes de valeur agricole. Parce que nous appelons ça une économie. Nous sommes des économies de pénurie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que nous produisons ne nous suffit pas. Et le reste vient de l'extérieur. Il faut l'importer. Et pour importer, il faut avoir des devises. Il faut avoir des devises. Et c'est ça qui contribue vraiment à aggraver la situation de notre balance des paiements. D'accord. Traoré, je me tourne vers vous. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on se trouve actuellement dans un cercle vicieux? Parce qu'on va s'endetter. On a des dépenses assez énormes par rapport à l'État, le train de vie de l'État. À côté de cela, on n'arrive pas à être vraiment productif. Est-ce qu'on ne se retrouve pas dans un cercle vicieux? Et ce cercle vicieux, ça date pas d'il y a 1 ou 2 années, ça date de longtemps. Et comment sortir réellement de ce cercle vicieux? D'accord, merci pour cette question qui est quand même, je dirais, beaucoup d'enjeux parce qu'en fait, vous savez, en tant que banquier, en tant que financier, l'histoire de la pensée économique nous apprend qu'aucun pays ne s'est développé sans endettement. Le pays le plus... Donc vous approuvez l'endettement qui a été fait... Tout à fait, et je vais vous expliquer. Okay. Vous savez que le pays le plus endetté au monde, c'est les États-Unis. Le plus endetté au monde, c'est les États-Unis. C'est-à-dire le trésor public des États-Unis. Et en plus, par rapport aux autres économies telles que la Chine. Donc, dire que l'endettement, comme il a dit, n'est pas mauvais en soi, mais il faut que ça soit un bon endettement. Qu'on s'endette soit pour financer l'investissement. Vous savez que l'épargne même, qui est autre que le résidu de la consommation, est destinée pour le financement de l'investissement. Donc, si vous n'avez pas d'épargne, vous allez prendre auprès de qui ils ont de l'épargne, qui constituent les sources de financement. Et il y a beaucoup de gens, vous allez voir que même dans les cadres de l'IMOA, les pays qui se disent développés sont les plus endettés. Le taux d'endettement de la Côte d'Ivoire dépasse l'ensemble des 5 États de l'IMOA par rapport à rapporté au PIB. Parce que la Côte d'Ivoire s'est endettée pour financer les infrastructures. Même si par ailleurs je ne suis pas d'accord pour cette forme, parce que c'est des infrastructures publiques qui ne rapportent rien. Si il s'agit d'embellir le pays avec des ponts, des immeubles, moi je ne peux pas concevoir, en tant que financier rationnel, qu'un pays s'endette pour aller faire des immeubles de plus de 50 étages, tout simplement pour embellir le pays. Ça ne crée pas de la richesse. Il y a les bons investissements. Je reste un peu sceptique, si vous me permettez, M. Traoré. Oui. Ça crée, à mon avis, je pense que ça peut quand même créer de la richesse parce que ça peut être une forme de tourisme. Ça draine du monde à venir dans la capitale. Bon, le tourisme, c'est le cadre de vie, en fait, les hôtels. Économiquement, ça rapporte quelque chose. Non, moi je prends le cas de la Côte d'Ivoire que je connais. Tout simplement, il y a un grand projet de construction. Ils disent même que c'est la plus grande tour d'Afrique. C'est tout juste un bâtiment administratif pour loger les ministères. Je ne vois pas l'utilité. L'hôtellerie participe effectivement du tourisme, le cadre de vie. Et quand vous allez voir, même au niveau de l'Afrique, le pays qui reçoit le plus de touristes en Afrique, vous savez c'est quel pays? C'est l'Égypte. Et quand vous prenez le Nigeria par rapport à la Tunisie traîne plus de touristes que le Nigeria. Or, en matière d'infrastructure, donc c'est pour vous dire que je voudrais parler de l'investissement utile qui peut procurer effectivement de la richesse, mais pas pour embellir effectivement le pays. Il y a un débat autour de cette question. Vous avez évoqué un problème de l'endettement, tout le monde en parle maintenant, les 60 millions que le pays vient de contracter auprès de la Banque mondiale. Vous savez, il y a d'autres même qui disent que pour qu'un pays qui se dit souverain et qui s'est retiré de toutes les institutions va encore quémander des prêts auprès effectivement de la Banque mondiale. Non, il y a confusion totale.
le Mali ne s'est jamais retiré des Nations Unies. Jamais. Quand tu es un État reconnu par les Nations Unies, obligatoirement tu es membre des Nations Unies. Tu ne peux pas te retirer des Nations Unies. Et il se trouve que la Banque mondiale fait partie des institutions des Nations Unies. La Banque mondiale et le Fonds monétaire international. La Banque mondiale, c'est pour le financement du développement. Et tourner vers les pays en développement, ça c'est l'AID, Association internationale pour le développement, et SFI. Maintenant, le Fonds monétaire, c'est tout simplement dans le cadre effectivement de l'équilibre de la balance des paiements. Donc, quand les gens disent que le Mali est allé chercher des prêts à la Banque mondiale, je pense que d'ailleurs c'est une victoire. Parce que ce qui veut dire que ces gens-là, ces gens reviennent à le meilleur sentiment pour mettre à la disposition du pays. Parce que ce que les gens ne savent pas, et là je vous le dis en tant qu'ancien chef de service des opérations financières, le Mali est actionnaire à la Banque mondiale au titre des États-Unis, comme les États-Unis. Nous avons notre action au niveau de la Banque mondiale. Nous avons notre droit de tirage spéciaux au niveau du Fonds monétaire international. En tant qu'ancien responsable des opérations financières, les DTS que le Mali détenait sont ici à la Banque centrale. Et c'était dans un coffre. J'avais la clé du coffre parce qu'en tant que responsable des opérations financières, j'étais dans la clé. Donc ce que les gens disent, ils parlent de ce qu'ils ne savent pas. Et c'est tout à fait normal. Moi je pense que si le pays pouvait avoir d'autres frais, d'autres dettes, d'autres engagements pour faire face au financement des structures productives, je dirais dans le domaine effectivement de l'Office du Niger, dans le domaine de la production de l'or, dans le domaine du financement de l'école, je pense que ce sera une bonne chose pour le pays. Mais comment réunir les conditions pour pouvoir lever les fonds? Actuellement, la crise énergétique concerne tous les États. Ce n'est pas seulement le Mali. Moi, je viens de rentrer de la Côte d'Ivoire. Il y a coupure de courant en Côte d'Ivoire. Actuellement, la Côte d'Ivoire est en train même de négocier. La facture, ma facture chez moi est allée du simple au double en Côte d'Ivoire. La facture, vous savez que la facture en Côte d'Ivoire d'électricité, ça fait chaque 2 mois, ils envoient la facture. Moi, je payais une facture d'électricité à peu près de 35 000, 45 000, avec à peu près plus de 5 climatiseurs chez moi. Mais là où je venais maintenant, j'avais une facture à peu près de 90 000 francs. Du simple au double, vous pouvez demander à tout le monde. Et les Ivoiriens pensent que c'est l'effort pour contribuer aux charges de la canne en fait. Et effectivement, il nous a envoyé une lettre à tous les abonnés pour nous expliquer pourquoi il y a eu augmentation du tarif d'électricité. Il y a certaines parties de la Côte d'Ivoire qui n'ont pas d'électricité. Au Ghana, il y a le problème d'électricité. Au Nigeria, il y a le problème d'électricité. Mais le cas du Mali, il y a les gens qui en prennent pour en faire un cas comme s'il n'existait pas. La crise n'était les 60 millions de dollars, c'est pour financer parce que l'État a des arriérés par rapport effectivement à ce que nous fournissent effectivement les carburants. Or, l'État n'a pas les moyens pour faire face effectivement. L'État s'est endetté auprès de la Banque centrale. Il y a les services de l'assiette de l'État, les impôts, les domaines, les trésors ont fait beaucoup d'efforts pour quand même atteindre le niveau de recettes demandées. Vous savez qu'à la douane, comme je l'ai dit sur ce plateau, la douane malienne est à peu près 65 milliards à 70 milliards par mois maintenant. Les domaines ont fait beaucoup d'efforts. Donc, au niveau de la mobilisation des recettes fiscales, l'État a fait beaucoup de choses. Quelque part, le docteur a parlé réduction du train de vie de l'État. Moi, je ne peux pas comprendre, en tant que Malien, qui actuellement, excusez-moi, certaines institutions, et qui font partie des institutions de la transition, puissent prétendre aux mêmes avantages que dans une situation normale. Donc, il faut drastiquement diminuer le train de vie de l'État en matière de consommation d'électricité, de carburant et même l'utilisation de véhicules. Voir également au niveau des avantages accordés à certains corps de l'administration. Nous n'en avons pas besoin. Donc, mais il se trouve que c'est au sommet, au niveau de certaines institutions, qu'il y a quand même consommation. C'est des institutions qui sont budgétivores. Bon, je ne veux pas rentrer dans la politique. Sinon, moi, je vois que certaines institutions n'est même pas nécessaire.
On va rester sur le plan économique, monsieur les économistes. Docteur, il est très souvent dit dans des forats de discussion que quitter la CEDEAO sans quitter l'UEMOA, ça ne sert à rien. Oui, parce qu'en fait, c'était un débat. Moi, sur la question, ma position est connue. J'ai toujours plaidé pour qu'on quitte l'UEMOA. D'ailleurs, si vous voyez que les sanctions de la CEDEAO ont fait plus mal, c'est parce que l'UEMOA a été mise en contribution à travers la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Donc j'ai trouvé ça un peu incohérent. Parce qu'on a quitté la CEDEAO, mais on reste encore à l'UEMOA et dépendant du marché régional de l'UEMOA. C'est ce que je ne comprends pas. Donc moi, je plaide concret, parce que toutes ces contraintes que vous avez dit, vous avez tantôt parlé de cercle vicieux. Moi, je vois mal la situation évoluer pour nos pays tant qu'on reste dans l'UEMOA, dans le système de franc CFA, comme je l'ai dit tout de suite. On n'a que la politique budgétaire, l'endettement. Endetter, s'endetter, s'endetter, s'endetter. C'est ça. À peine nous sommes tombés dans le cycle de la dette. Ouais, il a parlé tout de suite de l'extraordinaire mobilisation des recettes par les services d'assiette. Mais ce qu'on ne dit pas, et une fois que les recettes tombent, tout de suite, il y a tout de suite des échéances de dette à régler. Ça part tout de suite. Ça part tout de suite et l'État est obligé encore de s'endetter pour continuer à fonctionner. C'est pour cela que j'ai parlé de mauvaise dette, quoi. Sinon, je ne parle pas de... Je sais que la dette, si c'est un couteau à double tranchant, hein, si elle est utilisée à des bonnes fins, c'est bien pour le pays. Mais des dettes contractées pour payer des salaires, des trucs, ça, c'est le fonctionnement de l'État, c'est de la mauvaise dette. Et une mauvaise dette est toujours difficile à rembourser. Donc, c'est ce que j'avais à dire. Mais sur le plan économique, nous avons encore des ressorts économiques. Il a parlé de la révision du code minier qui augmente la quote-part de l'État. Ça, c'était un préalable. C'était un préalable. Et le deuxième préalable, comme on l'a dit, moi je reviens là-dessus, il faut stimuler les chaînes de valeur agricole parce que il faut produire. La clé de tout ça, c'est la production. Et tant qu'on ne produit pas et qu'on reste dépendant des importations des produits que nous pouvons même produire chez nous sans aucun problème, je vois mal la situation évoluer. D'accord. Concernant l'UEMOA, oui. Je joins cette question en même temps, oui. La création de la monnaie. Oui. Je pense que le discours va plutôt vers là. Oui, mais j'ai toujours demandé ça. Si on n'a pas la monnaie... Voilà, maintenant, parlant du cas vous savez que jusqu'à très récemment, il y avait encore les restrictions de la BCEAO consécutives à la mise de disposition de fonds à nos institutions financières. Jusqu'à très récemment, ce n'était pas levé, hein, bien vrai que les sanctions étaient levées. Maintenant, si une banque est utilisée comme un instrument politique, un instrument de coercition envers certains pays, je pense qu'il ne vaut pas la peine de rester dans une telle institution. D'ailleurs, je l'ai toujours dit, hein, la création de monnaie n'est pas difficile. Hein. Elle n'est pas du tout difficile. La clé, c'est les réserves de change. C'est-à-dire qu'il faut avoir une capacité d'exportation pour avoir des devises qui te permettront de régler tes importations. Une fois que tu peux faire ça, tu peux créer ta monnaie. C'est pour cela que j'ai beaucoup insisté sur le cas du pétrole. Si on pouvait mettre ce chantier-là rapidement en œuvre pour réduire nos importations, notre facture pétrolière, on peut aller rapidement vers la création d'une monnaie qui va nous donner un second levier. Au-delà du levier budgétaire, on aura un levier monétaire. Parce que tous les pays du monde qui ont leur monnaie là, le font, hein, à certaines périodes de la conjoncture économique, ces pays-là émettent de la monnaie pour soutenir l'activité économique. Mais c'est ce que nous ne pouvons pas faire avec le système de franc CFA. Je ne dis pas de pratiquer la planche à billets tout le temps, même si sur certains sujets, on a déformé mes propos, mais l'économie à certaines périodes de l'année a besoin d'injections
monétaire, a besoin de soutien pour pouvoir continuer à croître. Mais c'est ce levier qui nous manque. Parce que les banques centrales qu'on a, comme la BCAO, les banques centrales communautaires, même la Banque centrale européenne, les banques centrales communautaires n'ont qu'un seul souci. Elles ne soutiennent pas l'activité économique. Leur seul souci, c'est de protéger la monnaie qu'elles émettent contre l'inflation. Donc, les banques centrales communautaires mènent toujours des politiques d'austérité, c'est-à-dire des politiques de lutte contre l'inflation. Donc, elles protègent leur monnaie, puisque la monnaie qu'elles émettent, c'est leur engagement vis-à-vis des détenteurs de ces monnaies-là. Bon, peut-être en allant à une monnaie commune avec le Burkina et le Niger, même si les protocoles ne parlent pas de cela, hein, les protocoles du Liptako ne parlent pas de cela, mais c'est une hypothèse. Même en allant vers ça, ça va être peut-être les mêmes contraintes, mais une contrainte différenciée, au sens que le nombre de pays est réduit, donc les prix de décision peuvent être plus faciles. Mais on aura les mêmes contraintes, parce qu'il va y avoir des critères de convergence à définir et à respecter. C'est pour cela que je suis résolument toujours pour une monnaie nationale. Parce que c'est elle qui donne un instrument aux autorités, hein, pour pouvoir mener une politique de relance ou bien une politique de rétrécissement quantitatif lorsqu'elle le veut, en fonction de leurs objectifs. Ok. Monsieur Traoré, vous êtes d'accord aussi pour cette approche-là, quitter la CEDEAO et ne pas quitter l'UEMOA, c'est futile? Voilà, bon, moi je pense que à ce niveau, toujours, je pense qu'il y a beaucoup de confusion. Vous savez, il n'y a pas de relation verticale entre la CEDEAO et l'UEMOA. Et le docteur même a parlé tout à l'heure, après avoir examiné les textes de la CEDEAO, nulle part on parle de sanctions. Et des sanctions qui vont jusqu'à interdire aux États d'accéder à leurs fonds auprès de la Banque centrale. C'est grave. Donc, en fait, ce que les gens doivent comprendre, nos responsables ne respectent même pas les textes qui se sont donnés. Sinon, on ne devrait pas, dans le cadre effectivement des sanctions de la CEDEAO, impliquer l'UEMOA. C'est parce que quelqu'un, quelque part, se croit tout puissant, impose son point de vue aux autres qui l'acceptent. Ça, c'est un porte-à-faux des textes et règlements. Et il a parlé effectivement d'un article de la BCAO qui interdit à ce que les politiques s'impliquent effectivement dans la gestion. Mais néanmoins, un grand Manitou a décidé, tout de go, j'accepte, je voudrais que les sanctions de la CEDEAO, en plus effectivement de la fermeté des frontières, qu'on l'exclue effectivement des opérations de la BCAO. Sinon, quel est le lien entre la BCAO et la CEDEAO? Donc moi je pense plutôt que il faut emmener les gens, nos responsables, à respecter les textes que nous sommes donnés. C'est ce qui fait que même dans le cadre de l'AES, si nous commettons les mêmes erreurs du fonctionnement qu'au niveau de l'UEMOA et de la CEDEAO, nous allons tomber dans les mêmes travers. Excusez-moi de revenir sur un point important pour les Maliens, pour les téléspectateurs. Vous savez qu'au niveau de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le gouverneur a toujours été un Ivoirien. Je défie quiconque. Ce n'est pas prévu dans les textes. Oui. Mais ces chefs d'État, les chefs d'État de ces États sont toujours imposés par quel moyen? Aux autres, on a toujours mis un Ivoirien. Oui. Le siège, le Sénégal abrite le siège de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. En principe, dans les autres institutions que nous avons fait, à l'instar des institutions en Europe, même en Afrique, on ne peut pas avoir le siège et avoir le secrétariat en même temps de la Banque centrale. Le Sénégal... Et la commission. Oui. La commission de l'UEMOA. Donc, si vous prenez les institutions
de la l'IEMOA. Excusez-moi le temps de vous citer, que les gens comprennent très bien. Allez-y. Il y a l'Institut d'émission qui est la BCAO. Le gouverneur est toujours ivoirien, le siège au Sénégal. Il y a l'Institut, la Banque de développement, la banque qui est la BOAD, est à Lomé. Et le président est toujours un Béninois. Écoutez-moi bien. Il y a ce qu'on appelle la bourse régionale des valeurs immobilières. Et à Abidjan. Le président, le directeur général est un Togolais. Je vous donne les institutions. Hein. Il y a ce qu'on appelle l'autorité financière qui donne l'agrément à toutes les banques pour lever l'épargne du public. On ne peut pas se lever dans l'Union pour lever l'épargne. Même les banques, c'est l'autorité financière, la bourse qui donne. Mais c'est moins connu que la commission bancaire. Se trouve à Abidjan, le secrétaire général togolais. Vous prenez ce qu'on appelle la commission bancaire de l'IMOA. Le siège se trouve à Abidjan. Moi, je suis un agent de la commission bancaire, Le secrétaire général actuel, c'est un Burkinabé. Il y a encore, je vous donne les institutions financières, la BCAO, la BOAD, la Bourse des valeurs immobilières, autorité présidentielle, la commission bancaire. En plus de cela, il y a ce qu'on appelle même la caisse de retraite des cadres de l'IMOA, qu'on appelle CRAE, caisse de répartition et de retraite des agents d'encadrement. Le siège se trouve à Abidjan. Il y a également même l'hôpital, la clinique qui a été créée pour recevoir les cadres lorsqu'on doit les évacuer. On doit les évacuer dans cette clinique qui s'appelle le groupe médical du plateau, se trouve à Abidjan. Actuellement, il y a ce qu'on appelle les centres de tri. Les billets des banquiers, vous avez, qu'on verse dans les banques. Normalement, il y a une salle de tri. Même maintenant, on vient de créer un centre de tri de plus de combien de milliards à Bouaké. Donc, il n'y aura plus de tri. Ça veut dire que toutes ces femmes-là seront à la retraite. C'est à Abidjan, on va les envoyer pour faire les tri. Et ça, c'est à Abidjan encore. Dans une telle situation, il a parlé de négociations quand on doit quitter la CEDEAO. Tout ça, c'est des institutions communes. Comment on va faire la répartition? Et la Côte d'Ivoire s'est arrogé toutes les instances de l'UMOA à leur niveau là-bas. La Côte d'Ivoire et le Sénégal. Et la Côte d'Ivoire, en plus de la BCAO nationale, a à peu près 9 agences auxiliaires. Il y en a à Korogo, à San Pedro, à Bouaké et autres. Au Mali, nous n'avons que Bamako, Sévaré, Sikasso. Ils sont en train de créer maintenant pour Caille. À peine 3, 4. Non, 3. Ah, au Togo. Alors, moi j'ai envie de dire, vous avez observé ça, vous le dites aujourd'hui sur ce plateau. Oui. On était au courant avant. On était au courant avant, mais pourquoi on n'a rien fait? Mais je vous assure que, excuse-moi, on n'est pas... Ils ne savent même pas nos autorités. Ce qui les intéresse. Non. Là, c'est un autre level. J'ai côtoyé les ministres, j'ai côtoyé les commissaires. Tu leur parles de ça, ils ne savent même pas. D'autres qui ne savent même pas. Il y a des ministres des Finances qui ne savent même pas ce qui veut dire l'autorité financière. Ils ne savent même pas comment fonctionne la bourse. Ils ne savent même pas que la bourse dépend de l'IMOA. Excusez-moi. C'est le Sénégal et la Côte d'Ivoire qui se partagent. Donc, dans une telle situation, il s'est trouvé que les autres pays sont lésés. Ils sont lésés. Est-ce que vous voyez? Donc, une union ne peut pas fonctionner comme ça. À un certain moment, nous, je le parle sur ce plateau, moi j'ai failli être sanctionné par les grandes autorités parce que j'ai attiré l'attention de mes autorités. J'avais la chance d'approcher les ministres et les premiers ministres. Mais à peine ils m'écoutent,
parce que nous avons d'autres préoccupations. Vous voyez? Alors, ça fait peur, cher économiste. Oui. Ça veut dire que si on se rend compte qu'on n'arrive pas à vraiment mettre nos pressions, nos forces et nos compétences pour cette gestion-là, est-ce que vous pensez que la création de notre monnaie va vraiment être va tenir longtemps? Parce que c'est ça, l'histoire de la monnaie au Mali, on la connaît. Maintenant, aller avec une monnaie commune avec les pays de l'AES, ça peut être une autre approche. Excusez-moi, avant de lui donner la parole, oui. Je veux justement qu'on capitalise l'expérience que nous avons vécue dans les mois. Il faut que les autorités de l'AES, du Niger et du Burkina, et je suis sûr que, comme moi, il y a des grands cadres au Niger, parce que déjà en tant que technicien, on a pensé que nos pays étaient lésés par rapport à la Côte d'Ivoire ou au Sénégal. Nous, les cadres de la Banque centrale, on l'a dit. Et on avait voulu un mouvement pour amener nos autorités. Mais ce qu'ils ont fait en fait, ils ont confié la vice-présidence au Niger, au Burkina. Un poste de vice-président de la commission bancaire de la BCAO est confié au Burkina. Et au Burkina. L'actuel vice-gouverneur au Niger, il s'appelle Mamadou Diop. Mais c'est un Nigérien, un Haoussa. Il a été mon patron au Niger quand j'étais en formation. Il a été mon patron à la commission bancaire. Il a 78 ans. Il est toujours vice-gouverneur. Excusez-moi, mais je pense qu'eux, ils ont lié pieds et mains de leur pays pour donner ça aux institutions. Parce que ce qui compte beaucoup dans l'IMOA, dans la BCAO, c'est plutôt l'influence des personnes. Il se trouvait que comme le gouverneur et les grands directeurs ont toujours été. La preuve, c'est l'ancien président de la CEDEAO qui vient d'être nommé gouverneur de la BCAO. Merci beaucoup, monsieur Sanré, c'est très intéressant. Pour nos téléspectateurs doivent vraiment se régaler avec ça. Docteur Diallo, je crois qu'on vous a coupé un petit peu la parole. Oui, je ne sais pas, c'était à propos de quelle question d'ailleurs. Si vous pouvez me rappeler la question. C'était par rapport à, est-ce que vous pensez que si nous créons la monnaie... La soutenabilité en fait. Voilà. Moi, je pense que c'est soutenable. Tantôt, vous êtes venu sur l'expérience monétaire du Mali. Qu'est-ce qui a fait chuter la monnaie malienne? C'est toujours le déficit, le manque de réserve de change du régime de Modibo Keïta. En fait, ces réserves de change se sont amenuisées et les Maliens n'avaient plus de quoi faire face à ces importations. Et il y a eu une inflation terrible qui a déprécié la monnaie. Donc, je reviens encore là-dessus. Les fondamentaux de l'économie malienne des années 1960 et des années 2020, il n'y a aucune commune mesure. Il n'y a aucune commune mesure. Nous avons beaucoup de leviers. Il a parlé de l'or, aujourd'hui, qui constitue à peu près 80% des recettes d'exportation. Et ces 80%-là, c'est principalement vers deux destinations, l'Afrique du Sud et la Suisse. Une petite partie vers l'Inde, Dubaï, la Belgique. Mais grosso modo, nous exportons vers l'Afrique du Sud et la Suisse. Maintenant, c'est des très bons moyens pour avoir des devises. Tous ces pays-là sont des pays riches qui peuvent nous apporter les devises dont nous avons besoin pour faire face à nos importations. D'ailleurs, nous, on le dit en économie, et si les réserves de change sont limitées, cela peut être un moyen pour conduire les pays aussi à limiter ces importations. Parce que si vous n'avez pas de possibilité pour importer, vous allez réduire vos importations et l'équilibre de la balance des paiements pourrait, ou bien de la balance commerciale pourrait s'obtenir de manière automatique. Mais moi, je pense que les fondamentaux sont là. La taille de nos économies a vraiment évolué. Le potentiel, il est là aussi bien sur le plan agricole, sur le plan des ressources minières, tout ça.
Maintenant, il faudra les mettre en œuvre, il faudra les mettre en valeur. Parce que jusqu'ici, notre richesse est une richesse de potentialité. Maintenant, il faudra la rendre réelle, vraiment, en ayant des vrais projets structurants et en y investissant. Et je pense que c'est la clé. Et on peut les réussir. D'ailleurs, je vous pose la question, ou bien la question à nos téléspectateurs. Un pays comme le Libéria ou bien la Sierra Leone, ces pays ont leur monnaie. On ne peut pas venir me dire que le Libéria et la Sierra Leone sont plus riches que le Mali ou bien que le Burkina. On ne peut pas venir me dire ça. Un pays comme la Gambie, qui est incrusté dans le Sénégal, a sa monnaie. On ne peut pas venir me dire que la Gambie a sa monnaie, qu'elle réussisse à gérer sa monnaie, que nous, en ayant notre monnaie, nous ne parvenons pas à le gérer. C'est juste une question de volonté politique. Maintenant, les ressources humaines sont là. Hein. Nous avons nos cadres dans la Banque centrale. Ils sont à la BCAO, ils sont dans la BOAD, ils sont partout. Ils sont ici. On a les expertises humaines nécessaires pour gérer le chantier. Donc, moi, je plaide pour ça. J'encourage les autorités à ne pas hésiter. Qui ne risque rien n'a rien. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup. Nous approchons de la fin de notre réflexion tant intéressante sur ce plateau de Mandé TV. Cher monsieur, on n'a pas trop le temps. Je vais demander votre mot de la fin, peut-être en guise de recommandation aussi, en même temps. Je vous en prie, docteur Diallo. Ok, merci encore une fois de m'avoir offert ce plateau-là pour éclairer la gouverne de vos téléspectateurs sur la question de l'AES. Ce que je vais dire, il est encore en résumé prématuré de faire une étude d'impact économique et social. L'AES a été créée, mais elle reste encore à créer. Aucun organe n'a été mis en place d'abord. Ça, il faut le faire, il faut négocier et comment se partager les rôles au sein de cette organisation. Le départ aussi de la CEDEAO n'est pas totalement effectif. Et la déclaration politique a été faite. Maintenant, il reste à négocier les mécanismes pour rendre ce départ effectif. Mais ce qu'on peut retenir déjà, ce départ de la CEDEAO a permis de réduire la pression politique sur nos États et ça a permis aussi d'affaiblir la CEDEAO. Si bien qu'aujourd'hui, la question de la réforme de la CEDEAO est mise sur la table. D'ailleurs, le nouveau président élu du Sénégal l'a évoqué, il dit qu'il va mettre sur la table la question de la réforme de la CEDEAO. Ça veut dire que déjà au sein de cette organisation, on se rend compte que les choses ne vont pas bien. On se rend compte que les choses ne vont pas bien. Peut-être qu'au terme de ces réformes-là, nos États vont revenir sur leurs décisions. Qui ne sait? Personne ne peut dire de quoi demain sera fait. Merci beaucoup, docteur Diallo. Monsieur Traoré? Oui, en guise de recommandation, moi j'aurais simplement demandé aux autorités de l'AES de partir de ce que nous avons vécu au sein de la CEDEAO pour éviter ces erreurs. Et même au niveau effectivement de l'IMOA. C'est-à-dire que c'est des États qui se sont mis ensemble pour bâtir quelque chose ensemble. Donc tous ces États quand même ont un objectif commun. Et je pense qu'il ne faut pas qu'un autre État s'impose à un autre pour s'accaparer des avantages effectivement de l'institution. Et il ne faut pas que l'institution soit un instrument à la main de quelques groupuscules, donc des décideurs, et qui s'impose aux autres. Donc pour cela, je pense que d'abord, la première des choses, c'est les règles de fonctionnement. Et également au niveau des instances, essayer de faire un équilibre entre la répartition entre les États et également des postes de responsabilité. Donc, et de faire une évaluation à chaque instant pour essayer d'éviter des erreurs que nous avons connues par le passé. Et je m'en vais pour un seul exemple. Je ne peux pas comprendre que quelqu'un qui est déjà au niveau de la CEDEAO, en tant que président de la CEDEAO, il n'est dit nulle part que le président de la commission de la CEDEAO puisse prendre des décisions pour les États alors qu'il n'est pas habilité par les textes. Il n'y a que seul la conférence des chefs d'État. Ce n'est pas parce que l'autre président se sent plus puissant qu'il impose l'autre et qui par la suite
Monsieur Traoré, content de ce qu'il a fait et l'impose au niveau de la Banque centrale en tant que gouverneur. Je parle de Jean-Claude Brou. Là, c'est une erreur monumentale. Merci beaucoup. C'est ce qui fait que ces deux institutions doivent être réformées. Merci beaucoup. Alors, téléspectateurs de Mandé TV, ce qu'il faut retenir en substance, c'est de dire qu'on peut partir de l'expérience faite avec la CEDEAO pour pouvoir renforcer l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Pardon. Donc, nous sommes à la fin. Notre thème est: quels sont les impacts économiques du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO? Le constat, 3 mois après, un peu juste d'après nos économistes, mais on pouvait faire une projection avec eux ici. L'essentiel, c'est surtout de poser des réflexions, pousser les réflexions pour pouvoir éclairer la lanterne et peut-être pouvoir donner des pistes de réflexion à nos politiques. Pour en discuter, pour poser cette réflexion, nous avons Monsieur Cheikh Fantamadi Traoré, économiste de formation, consultant, gérant associé du cabinet d'audit FIBA Africa Consulting, et il est ancien inspecteur senior à la commission de l'UEMOA à Abidjan. Monsieur Traoré, merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Merci Mme Fadika, je remercie la télé, Manette Télé et tous les spectateurs. Merci bien. Deuxième sur notre plateau pour la réflexion, Dr Moussa Diallo, docteur en économie internationale, maître de conférence à la faculté des sciences économiques et de gestion et aussi à l'université des sciences sociales et de gestion de Bamako. Docteur Diallo, merci beaucoup. Encore une fois, c'est moi qui vous remercie. Des thèmes comme ça, c'est intéressant pour éclairer la lanterne de nos compatriotes. Je vous remercie encore. Merci. Téléspectateurs de Mandé TV, restez sur nos ondes. Allez-y sur nos pages YouTube, Facebook, Mandé TV Reflet du Mali. On se dit à la prochaine pour un autre thème à réfléchir. Au revoir.